Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Gontier, je suis professeure au lycée des métiers François Mitterrand depuis plusieurs années. Jusqu'alors, j'étais professeure de français et d'histoire-géographie au lycée et depuis la rentrée 2021, je suis chargée de coordonner un dispositif qui vient d'être mis en place au lycée et qui s'appelle une Ulysse Pro TSA. Alors c'est quoi une Ulysse Pro TSA ? Une Ulysse Pro TSA signifie unité localisée pour l'inclusion scolaire, pro comme lycée professionnel et TSA pour troubles du spectre de l'autisme. Ce dispositif, l'Ulysse Pro TSA, a pu voir le jour au même titre que d'autres dispositifs, car grâce à la loi de refondation de l'école de 2013, qui prenait appui sur la loi de 2005, qui œuvrait en faveur de l'égalité des droits et des chances, de la participation et de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. L'inclusion, c'est le maître mot, ce dispositif. L'idée, c'est de pouvoir accueillir tous les élèves à l'école, quelles que soient leurs particularités, leurs difficultés, leurs problématiques, afin qu'eux-mêmes puissent espérer prétendre à un parcours professionnel, à un parcours de formation en vue d'une insertion professionnelle et citoyenne. Alors comment fonctionne cette Ulysse au lycée ? Nous accueillons depuis cette rentrée 2021 4 jeunes inscrits dans différents parcours de formation et auprès de moi, toute une équipe de professionnels est là pour les accompagner au quotidien. Existe une personne AES de nuit, accompagnant éducatif et social, qui permet leur accompagnement à l'internat sur les différentes nuits de la semaine. Une personne AES de jour, qui les accompagne également au quotidien. Une AESH, c'est-à-dire une personne qui accompagne les élèves en situation de handicap. Une éducatrice spécialisée, présente chaque jour, et moi-même, coordonnatrice du dispositif. Comment fonctionne l'Ulysse ? Comment se déroulent les cours pour ces élèves ? Chaque élève est inscrit dans une classe de référence, sa classe liée à une formation professionnelle. Il bénéficie de moments où il est avec ses camarades de classe dans les disciplines enseignées par les collègues, que ce soit de l'enseignement général ou de l'enseignement professionnel. Et l'élève, également inscrit sur le dispositif, bénéficie d'aménagements, de temps de regroupement collectif ou également de temps individuels durant lesquels, dans une salle dédiée à cet effet, l'équipe de professionnels et moi-même veillons à apporter des outils, des aménagements, des adaptations afin de consolider, de développer les apprentissages chez ces élèves. En gros, de nous adapter au mieux à leurs besoins pour qu'ils progressent de la meilleure façon possible. En introduction de cette vidéo, tout à l'heure, je parlais d'élèves d'Ulysse porteurs de TSA. Alors, c'est quoi les TSA ? Troubles du spectre de l'autisme. Les personnes qui sont porteuses de ces troubles sont très différentes, au même titre que nous le sommes, vous et moi. On parle de spectre car tous les troubles ne touchent pas toutes les personnes porteuses de TSA. Et chaque personne porteuse de TSA est très différente, comme je vous le disais, d'une autre personne. Vous rencontrerez des personnes qui sont TSA, comme on peut communément l'entendre, et qui n'ont en aucun cas besoin d'un accompagnement spécifique, car par eux-mêmes, ils arrivent à s'intégrer de façon épanouie dans les institutions et les dispositifs ouverts à tous. Pour autant, d'autres personnes peuvent au contraire avoir besoin d'un accompagnement spécifique. C'est le cas des élèves que nous accueillons. Alors il faut savoir qu'être porteur de TSA, ce n'est pas une maladie. C'est un fonctionnement qui serait comme différent
de celui que vous et moi nous connaissons. C'est un fonctionnement du cerveau qui opère un développement différent du nôtre. Alors on retrouve malgré tout, malgré l'éventail très large de caractéristiques, des éléments qui sont souvent communs aux personnes TSA. Ce sont souvent des personnes qui peuvent rencontrer des difficultés d'apprentissage importantes et pour autant avoir ce qu'on appelle des niches de compétences, c'est-à-dire être capable de se passionner et de développer quasiment une expertise sur un thème très précis. Souvent, par ailleurs, ils se sentent insécurisés au quotidien. Il est très important de les valoriser jour après jour pour qu'ils gagnent en estime de soi, en confiance en soi. Et enfin, pour rester dans les aspects les plus généralistes, je dirais que les élèves TSA, comme d'autres personnes, développent des efforts considérables pour s'intégrer, pour vivre au jour le jour comme tous les autres élèves. Et pour ça, ils déploient une énergie gigantesque, très impressionnante, et de ce fait, développent une fatigabilité souvent très grande. Alors, qu'est-ce qui est perceptible chez une personne TSA? Comment savoir? Vous ne le saurez peut-être pas toujours, croyez-moi. Mais en effet, certaines des caractéristiques que j'ai déjà évoquées développent des signes visibles. On remarque par exemple souvent que les interactions sociales sont très compliquées pour les personnes TSA. Dans le même ordre d'idées, la communication est compliquée, la communication orale notamment, de même que soutenir le regard, regarder quelqu'un quand on lui parle. Ce sont des aspects qui nous paraissent anodins, mais qui, chez les personnes TSA, ne sont pas naturels. On retrouve aussi chez ces personnes des difficultés, voire des peurs, des terreurs face aux changements, aux imprévus. Et cela fait partie des contraintes du quotidien que nous-mêmes, l'équipe de professionnels, les collègues enseignants et moi, devons accompagner au mieux pour que chaque moment des journées, des enseignements ne soit pas vécu comme une souffrance. Enfin, ou plutôt avant le dernier point qui n'est pas négligeable, comme je l'ai esquissé tout à l'heure, je disais que les personnes TSA ont souvent des intérêts très spécifiques, voire restreints et stéréotypés, avec le goût de la répétition. Une personne TSA peut se passionner pour quelque chose qui nous apparaîtra comme un détail, je ne sais pas moi, la digestion d'un animal en particulier, avec tous les détails de son fonctionnement. Et ils peuvent, comme je le disais tout à l'heure, en développer une expertise très très soutenue. Enfin, il faut savoir, et ça me paraît très très important, que les personnes TSA ont une hypersensibilité ou une hyposensibilité, c'est-à-dire ils développent des caractéristiques sensorielles dont vous et moi, souvent, nous n'avons pas conscience. Je vais vous donner des exemples qui seront illustrés par des vidéos et qui vous vendront mieux que mes mots, afin que vous puissiez mesurer un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, ce que vit une personne porteuse de TSA. Cette hypersensibilité ou hyposensibilité peut agir sur les 5 sens. Je vais vous donner des exemples. Au niveau de l'odorat, les personnes TSA peuvent avoir un odorat très très développé, ce qui peut être très contraignant, vous imaginez, surtout quand les odeurs sont désagréables. Ils peuvent aussi développer une hypersensibilité au bruit, à la lumière. Les sons peuvent paraître amplifiés parfois. Et c'est une lutte permanente pour pouvoir justement accepter ces sons, les ingérer et les vivre sans douleur, sans traumatisme.
Le goût aussi également peut être différent d'une autre. On remarque souvent des personnes TSA qui sont très sélectifs au niveau alimentaire, qui par exemple ne vont pas apprécier que les aliments soient mélangés sur une assiette, dans un plat. Et ça peut être aussi quelque chose de très pénible pour eux. Donc vous voyez qu'on a vraiment tout un panel de sensations qui sont différentes des nôtres. J'oubliais aussi bien sûr le toucher. Certaines personnes TSA ne vont pas supporter le moindre contact physique avec les autres et à l'inverse, d'autres au contraire vont avoir besoin de toucher très souvent pour s'apaiser. Vous verrez dans les vidéos qui vont suivre justement comment le ressenti de ces sens, de ces stimuli interfère dans le quotidien d'une personne TSA. Et vous verrez à quel point justement ça peut développer en eux une grande fatigue qui nécessite au quotidien d'en tenir compte et d'aménager des temps de repos et de pause pour qu'ils conservent de l'énergie dans leurs apprentissages, dans leur formation et dans leur parcours de citoyen. Dans les quelques vidéos qui vont suivre, justement, vous pourrez peut-être mieux mesurer les impacts des bruits, du mouvement, des lumières. I'm not naughty. I'm autistic. We're sorry to announce the train has been delayed. Please listen for further announcements. Off somewhere fun today? You all right? What are you doing? You're trying to kill yourself. Are you blind? I'm autistic, and sometimes I get too much information.
Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle mais en plus a des choses à vous dire, et ceci est ma 5e vidéo qui portera sur la fatigabilité. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'est la théorie des cuillères que l'on doit à Christine Miserandino. Alors, Christine Miserandino, c'est une femme qui est atteinte de lupus, une maladie chronique auto-immune. Et en fait, un jour, elle était au restaurant avec une amie à elle, et cette amie lui a demandé de lui expliquer ce que c'était que de vivre avec le lupus au jour le jour. Alors, bon, comme vous l'imaginez, Christine a été un petit peu prise de court. On va l'appeler Christine, hein, soyons fous. Donc Christine a été un petit peu prise de court, elle a regardé autour d'elle, et elle a eu cette idée brillante de se saisir de toutes les cuillères qu'elle a pu trouver, et elle les a tendues à son amie. Et elle lui a dit, bah voilà, dis-toi que maintenant, toi aussi tu es atteinte de lupus, et ces 12 cuillères que tu as entre tes mains représentent ton réservoir d'énergie pour la journée, et il va falloir que tu fasses des choix. Et elle lui a expliqué qu'effectivement, la principale différence entre une personne malade, comme c'est son cas, et une personne bien portante, c'est que la personne malade, tout au long de la journée, elle doit faire des choix, et elle doit penser à des choses auxquelles la personne bien portante n'a même pas besoin de penser. Donc vous savez bien que l'autisme n'est pas une maladie, mais peu importe, parce qu'en fait, la théorie des cuillères, elle peut s'appliquer à tout. Donc c'est pour ça la démonstration, elle est la même. Donc ne vous inquiétez pas, ça fonctionne de la même manière. Alors moi, j'ai eu l'idée simplement d'adapter cette théorie des cuillères au syndrome d'Asperger, et du coup d'essayer de vous expliquer ce que c'est pour moi une journée classique en termes d'énergie et de gestion de l'énergie. Donc je récupère mes cuillères, hop là, apparition. Donc j'ai 12 cuillères, et mettons que je me réveille le matin, alors d'entrée de jeu, si j'ai passé une mauvaise nuit, ce qui est très très souvent le cas, donc comme c'est une journée classique, on va partir du principe que j'ai passé une mauvaise nuit, il m'en coûte 2 cuillères. Donc je démarre déjà ma journée avec un réservoir d'énergie qui n'est pas plein. Ok, donc au lieu de 12 cuillères, je vais en avoir plus que 10. Donc je mets 2 cuillères de côté. Si jamais j'ai passé une nuit blanche, ce qui peut arriver, soit parce que j'ai fait une insomnie très sévère, soit parce que par exemple je suis en couple et j'ai voulu faire plaisir à mon conjoint et dormir avec lui, et dans ces cas-là c'est l'enfer, je ne dors pas, eh bien je démarre ma journée sans aucune cuillère. Donc c'est foutu, je démarre ma journée et j'ai déjà aucune énergie, donc je vais errer comme un zombie, et même parfois je mets plusieurs jours à m'en remettre. Mais bon là, on est sympa, on part du principe que j'ai quand même passé une nuit à peu près acceptable, donc 2 cuillères, et il m'en reste plus que 10. Je dois sortir mes chiens. C'est loin d'être anodin, parce qu'en fait, je vis dans le centre-ville, et le matin, il y a énormément de circulation, beaucoup de bruit, il y a une école pas loin de chez moi, donc il y a des parents qui courent dans tous les sens avec leurs gamins, les trottinettes, etc. Donc il y a beaucoup de stimuli, beaucoup de bruit, c'est vraiment compliqué. Donc sortir mes chiens le matin quand en plus je ne suis pas bien réveillée et que je filtre encore moins bien que d'habitude, vraiment c'est une épreuve. Le reste de la journée il n'y a pas de problème, mais le matin c'est l'enfer. Donc 2 cuillères d'entrée de jeu. Donc là j'ai quasiment rien fait de ma journée, il me reste déjà plus que 8 cuillères. Donc ensuite, je dois me doucher, donc ça c'est pas coûteux, en tout cas pour moi ça ne l'est pas, et je dois me préparer mon petit déjeuner, donc ça non plus ça me pose pas de problème particulier. Mais il faut que je le fasse, parce que si je rate un repas, tout de suite c'est 3 ou 4 cuillères qui s'envolent. Pour maintenir mon réservoir d'énergie, il faut vraiment que je mange, voilà, matin, midi et soir. L'alimentation c'est aussi important pour moi que le sommeil. Donc voilà, douche, petit déjeuner, et puis je pars à la fac pour donner 2 heures de cours. Aller-retour en voiture à la fac, ça va me coûter 1 cuillère. Et encore, je conduis une automatique, donc j'ai beaucoup de chance. Mais pour moi, conduire, c'est pas évident. Je dois beaucoup me concentrer, j'ai des petits problèmes de coordination motrice, puis j'ai du mal à appréhender les distances, etc. Donc ça me demande quand même un peu de concentration. Donc faire l'aller-retour à la fac en voiture, c'est 1 cuillère. Si jamais j'avais dû le faire en transport en commun, alors là, tout de suite, ça va être au moins 3 cuillères. Et 3 cuillères pour l'aller, donc 6 cuillères pour l'aller-retour. Donc bon, j'ai du mal, j'ai que 2 mains, j'ai un peu du mal à... Mais voilà, donc si j'avais dû faire l'aller-retour en transport en commun, c'est 6 cuillères, donc il me restait déjà plus que 2 cuillères pour le reste de ma journée. Vous voyez l'enfer. Mais là, on est sympa, j'ai une voiture et une voiture automatique, donc c'est juste 1 cuillère. Donc j'arrive à la fac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 cuillères, ok, 7 sur 12, et je croise un collègue avec lequel je dois discuter, c'est normal, enfin... pendant 10 minutes de façon informelle. Et c'est quelque chose que je n'ai pas anticipé. Donc une conversation informelle que je n'ai pas pu anticiper, c'est très compliqué, même si ça ne dure que 10 minutes, ça me coûte 1 cuillère. Donc 1 cuillère en moins. J'ai pas commencé ma journée, hein. J'ai à peine commencé ma journée et j'ai déjà plus que 6 cuillères. Je donne 2 heures de cours à mes élèves, ça va à peu près parce que c'est unilatéral. S'il y a des interactions, ce sont des interactions qui ont un rapport avec le contenu que je délivre, ce ne sont pas des interactions informelles pour parler de la pluie et du beau temps, donc ça va à peu près, donc on va dire que 2 heures de cours c'est 1 cuillère, ok? Donc voilà, 1 cuillère, je rentre chez moi, donc il me reste 5 cuillères, et puis bah là,
je dois faire mes courses parce que j'ai plus rien à manger. Donc aller au supermarché avec, pareil, tous les stimuli que ça suppose, les néons, le froid, les odeurs, je trouve qu'il y a des odeurs très particulières dans le supermarché qui, pour moi, sont extrêmement désagréables. Donc aller faire mes courses au supermarché, c'est une cuillère. Donc là il est midi, il me reste 4 cuillères. Et puis à 14 h, j'ai rendez-vous avec une amie autiste pour aller prendre un thé et puis discuter un peu. Donc ça c'est sympa, je suis super contente. Mais malgré tout, c'est quand même coûteux en énergie. Parce que chaque interaction sociale, quoi qu'il arrive, est coûteuse en énergie. Dites-vous bien, et là je parle aux personnes autistes, que c'est quasiment comme si c'était l'inverse. Pour vous, une conversation sympa avec un copain, ça va au contraire vous permettre de récupérer des cuillères et vous donner plus d'énergie. Et puis pour nous, c'est l'inverse. À chaque fois, ça nous pompe de l'énergie, ça nous coûte des cuillères. Donc même si c'est une amie, même si c'est quelqu'un que je connais bien, même si c'est une personne autiste avec qui donc c'est plus fluide et plus facile d'interagir, malgré tout, 2 heures de conversation, il m'en coûte une cuillère. Imaginons que ça soit une personne non autiste que je connaisse à peine, alors là, ça va être tout de suite 2 ou 3 cuillères. Okay, donc là, on est sympa, pareil, je me ménage, donc une amie autiste, 2 heures de conversation, une cuillère. Je rentre chez moi, il est 16 h, il me reste 3 cuillères. Pas de bol, chute de tension. Ça m'arrive souvent ça aussi. Bon, je me retrouve avec 9 de tension, la tête qui tourne, etc. Je voulais bosser un peu sur ma thèse, bah je peux pas. Donc là c'est un non-choix, parce que là la chute de tension ça me coûte tout de suite 2 cuillères. Il me reste plus qu'une cuillère, donc là je suis obligée, il faut que je fasse une sieste, ça va pas du tout. Donc là 16 h, je fais une petite sieste d'1 heure. Et j'émerge et j'arrive à récupérer une cuillère. Ok, donc il me reste 2 cuillères. Et puis à 18 h, j'avais rendez-vous pour aller garder mes petits-neveux. Bon, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive quand même. Je pense que ma sœur culpabilise un peu à l'idée de me solliciter. Mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Donc là, pour la beauté de la démonstration, on va dire que je garde mes petits-neveux et nièces. Donc 18 h, donc les enfants c'est adorable, je les aime beaucoup. Je passe toujours des très bons moments avec eux, ils me font beaucoup rire. Mais ça court partout, ça fait du bruit, ça demande énormément d'attention, etc. Donc là, on peut dire que franchement, garder mes petits-neveux, les 2 cuillères qui restent, elles y passent. Donc je rentre chez moi, allez, il est quoi, 19 h 30, et j'ai déjà plus aucune énergie. Donc il faut quand même que je me fasse à manger, je mange, que je sorte mes chiens une dernière fois, et puis bah là c'est clair, je vais regarder peut-être une petite série, mais à 21 h je vais être couchée. Donc si jamais le soir j'avais prévu de faire une petite séance de Skype avec mon frère ou quelqu'un d'autre, eh bien je vais devoir annuler. Si j'avais prévu n'importe quoi d'autre, je vais devoir annuler, parce que je suis trop épuisée, je vais pas y arriver, ok? Donc imaginons que je doive travailler 7 heures par jour. Ça m'est arrivé à une époque, dans une entreprise, dans un open space, avec des collègues avec lesquels il faut interagir. Alors là, je peux vous dire que dès l'heure du déjeuner, j'avais épuisé toutes mes cuillères. Donc je rentrais chez moi pour me mettre au calme, seule, pour pouvoir récupérer un peu d'énergie. Donc je récupérais 1 ou 2 cuillères. Et quand vous avez encore 4 heures de boulot à tirer et que vous n'avez plus que 1 ou 2 cuillères, et en plus à l'époque, je vivais avec quelqu'un, donc je rentrais chez moi, j'étais déjà HS, puis il fallait que j'échange avec mon conjoint un minimum, on se racontait nos journées, etc. Et que je fasse un peu bonne figure, aller se coucher à 21 h, c'est un peu délicat, donc parfois je traînais jusqu'à 22 h, etc. Je vous assure que j'étais dans un état d'épuisement, d'ailleurs c'est comme ça que j'ai fini en burn-out, je n'étais pas diagnostiquée à l'époque, un état d'épuisement qui dépassait l'entendement. C'était un cercle vicieux, je n'arrivais jamais à récupérer suffisamment, j'étais toujours en train de puiser sur mes réserves jusqu'à ce que mon corps me lâche complètement. Donc vous voyez, c'est très important de pouvoir se connaître, de savoir gérer son énergie un minimum et de toujours anticiper. Et ça c'est quand même très contraignant. Moi je sais que je planifie toujours mes semaines à l'avance, je sais que si un soir j'ai un dîner avec 3-4 personnes, ça va me coûter au moins 5 ou 6 cuillères, donc le reste de la journée je vais me ménager, je vais pas faire grand chose, c'est clairement pas la journée pendant laquelle je vais faire mes courses par exemple, parce que je ne peux pas tout faire, d'accord? Donc si le soir j'ai un dîner comme ça, je me ménage, et puis le lendemain aussi, je vais essayer de prévoir assez peu de choses pour pouvoir récupérer. Donc on est toujours en train de doser, d'anticiper, de faire des choix. Ça c'est très contraignant mais c'est indispensable pour pouvoir survivre. Donc j'espère que ça va aider les personnes non autistes à comprendre pourquoi très souvent on est épuisé, à comprendre pourquoi parfois on est obligé d'annuler certains rendez-vous. Moi ça m'arrive malheureusement assez souvent parce que je gère mal justement mon énergie et j'ai toujours l'impression de pouvoir en faire plus alors qu'en fait non, je n'y arrive pas. Donc voilà, donc c'est pas de la mauvaise volonté de notre part, c'est que vraiment on fait ce qu'on peut avec les moyens qui sont les nôtres. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter sur le blog. N'hésitez pas aussi à apporter voilà, vos expériences, votre vision des choses, votre journée type à vous, combien il vous en coûte de cuillères pour tel ou tel événement, etc. Ça apportera de l'eau à notre moulin. Et puis voilà, je vous dirai comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez, informez-vous.
Je pense qu'après avoir visionné ces quelques vidéos, vous pouvez déjà commencer à comprendre peut-être davantage ce qu'est le fonctionnement d'une personne TSA. Je voudrais, par rapport à cette sensibilité qui a été évoquée, cette hypersensorialité, cette sensibilité, oui, particulière, je voudrais évoquer aussi la caractéristique souvent présente chez ces jeunes ou chez ces adultes, pardon, le fait que quand ils observent, ils ont tendance à davantage observer les détails plutôt qu'un aspect global. Au travers de la vidéo suivante, le petit chaperon rouge, vous verrez, alors bien sûr même si c'est en anglais, vous verrez à quel point le souci du détail est très important. Et de fait, engendre une nécessité, un effort d'attention très très important qui encore va ajouter à la fatigue du quotidien, à la fatigue de pouvoir s'intégrer au milieu des autres et de notre environnement. Alors toutes ces particularités sensorielles que j'ai abordées, elles ne provoquent pas chez les personnes qui les ressentent seulement une gêne. Ça peut être une souffrance terrible, une douleur au quotidien. Certaines personnes témoignent de leur douleur aux yeux, ont l'impression de ressentir des brûlures dans les yeux, les oreilles. C'est quelque chose de très très contraignant pour eux. Et parfois, du fait de l'aspect ou du côté insupportable de tous ces stimuli, de tous ces parasites qui interfèrent dans leur cerveau, ils peuvent développer des comportements qui peuvent nous paraître étranges, comme des crises, ce qu'on appellerait des crises, faire des mouvements atypiques,
par rapport à ce que nous vivons nous, c'est-à-dire tourner, taper, crier, par exemple. Sachez que ces comportements, c'est uniquement ce que vous voyez. Et ils témoignent d'une immensité de souffrance intérieure et d'un déploiement d'efforts considérables pour être comme vous et moi. Il faut que vous en teniez compte, il faut que nous en tenons compte au lycée, mais aussi dans la société, pour mieux nous comprendre, pour mieux les comprendre, pour qu'ils puissent, que nous puissions vivre ensemble. Alors vraiment, je dirais, soyez indulgents, soyons indulgents, tant entre vous qu'avec ceux que vous considérez comme différents. Car tout s'explique, tout peut être accompagné. Et chaque jeune, chaque adulte, quelle que soit sa spécificité, son handicap, peut développer des compétences, peut participer à la vie citoyenne et peut participer à notre société. Alors, je le répète, soyons indulgents, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et interpellez les adultes si vous avez des questions, des interrogations. N'oubliez pas, l'équipe d'Ulysse est là, en salle Ulysse, pour vous accueillir si vous souhaitez échanger ou poser des questions. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite belle continuation ensemble, avec nous, au lycée. Merci.